Alors d'abord, en guise d'introduction, il y a des recommandations de la SFHTA qui sont très bien faites sur l'hypotension orthostatique. Attendez. Il y a des recommandations qui datent de 2014 sur l'hypotension orthostatique qui sont très pragmatiques, en 3 pages, très efficaces. Et puis les dernières recommandations de 2016 de la SFHTA sur l'hypertension artérielle font de très nombreuses allusions à l'hypotension orthostatique, à sa mesure et à sa prise en charge. Alors d'abord, quelques concepts introductifs. Donc l'hypertension, la journée a été consacrée à l'hypertension, donc vous savez à présent que c'est un problème d'hypertension artérielle supérieure à 140/90, on va dire pour les définitions européennes, en général asymptomatique, et on traite pour prévenir les complications à long terme. À court terme, le patient ne ressent pas de bénéfice, voire même il ressent les effets indésirables du traitement. Donc il ne vous est pas particulièrement reconnaissant. C'est tout l'opposé pour l'hypotension orthostatique, puisque déjà sur le diagnostic, ce n'est pas une hypertension, mais c'est un problème d'hypotension, avec une chute de pression artérielle dans les 3 minutes qui suivent le passage à l'orthostatisme, de plus de 20 mm de mercure pour la systolique ou 10 pour la diastolique. Et en général, si le patient vous est adressé, c'est que c'est symptomatique et potentiellement très symptomatique. Le patient peut faire des syncopes. Et là, il faut traiter pour améliorer immédiatement la qualité de vie du patient et éviter les chutes à très court terme. Donc vous voyez qu'on a 2 choses qui sont tout à fait opposées et tout le problème vient quand elles coexistent. Ça arrive parfois en médecine, des problèmes un peu antagonistes. Alors, elles peuvent coexister parce que le patient est hypertendu d'une part et qu'il a une pathologie qui lui donne une hypotension orthostatique d'autre part. Elles peuvent coexister parce que les traitements de l'hypertension artérielle ont donné une hypotension orthostatique ou parce que l'hypertension artérielle et la rigidité vasculaire qui lui est associée a fini par entraîner une hypotension orthostatique. Elles peuvent aussi coexister parce que le patient a au départ une hypotension orthostatique seule, par exemple sur une maladie neurologique, et que les traitements de cette hypertension orthostatique lui donnent une hypertension de décubitus. Et lorsqu'elles coexistent, eh bien, on va être dans la fameuse balance bénéfice-risque et on va se dire, bah voilà, l'hypertension, eh bien, on va vouloir baisser la pression artérielle. Ah oui, mais ça aggrave l'hypotension. Ah bah donc, on va peut-être remonter la pression artérielle. Il va falloir vraiment faire au cas par cas. Je vais faire un détour par l'hypotension orthostatique sans trop parler d'hypertension avant de revenir à la prise en charge thérapeutique du patient qui associe hypertension et hypotension orthostatique. 3 mots d'épidémiologie. D'abord, dans la population générale, l'hypotension orthostatique, c'est 6%. Mais ça touche particulièrement le sujet âgé, ça augmente avec l'âge, jusqu'à 30%, ça dépend du contexte. Et dans le diabète, bien sûr, 10 à 20%. Et dans les maladies neurodégénératives, Parkinson, cœur de Lévy, 35 à 50%. Avec l'âge, bien sûr, la prévalence augmente, ça s'est montré partout, et les chiffres de prévalence, ils peuvent être extrêmement élevés chez le patient institutionnalisé, ça dépend de la population âgée qu'on choisit. Les facteurs de risque d'hypotension orthostatique, outre l'âge et le diabète, il y a l'hypertension en soi, le tabagisme, un faible IMC, la polymédication, les comorbidités, et puis bien sûr les pathologies neurodégénératives. Alors l'hypotension orthostatique, j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter les complications à court terme et puis la qualité de vie, mais ce n'est pas que ça. L'hypotension orthostatique, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité augmentée. Ça a été montré dans de multiples études. C'est un facteur de risque même ajusté sur tous les facteurs confondants potentiels d'une mortalité augmentée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que l'hypotension orthostatique, d'abord, elle est très fréquemment associée à une hypertension artérielle de décubitus, donc vous avez la morbimortalité de l'HTA. Ensuite, parce que la maladie sous-jacente qui explique qu'il y a une hypotension orthostatique peut elle-même, je pense aux maladies neurodégénératives par exemple, être associée à un pronostic péjoratif. Ensuite, parce que les patients risquent de chuter
avec le risque de morbimortalité associé aux chutes. Et puis parce que ces baisses de pression artérielle, et là on revient un petit peu à ce qu'expliquait tout à l'heure Bernard Chollet, ces baisses de pression artérielle, elles compromettent la perfusion des organes, et on a parlé plusieurs fois aujourd'hui de l'autorégulation, et donc quand vous avez la pression artérielle qui dépasse à la baisse les capacités d'autorégulation d'un organe, l'organe n'est plus perfusé, et donc c'est pas bon de faire des pics, c'est pas bon de faire des nadirs, et c'est pas bon non plus d'avoir une pression artérielle qui de toute façon varie, et la variabilité tensionnelle en soi, c'est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire. La physiopathologie est centrale parce que pour comprendre l'approche diagnostique, pour comprendre le traitement, pour comprendre la prise en charge, il faut être très au clair sur la régulation de la pression artérielle, les systèmes de régulation rapide de pression artérielle et à quel endroit ils peuvent dysfonctionner. Et donc, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Donc, la pression artérielle, c'est le débit cardiaque que multiplient les résistances périphériques. Jusque-là, tout va bien. Et tout à l'heure, Bernard Chollet, à nouveau, nous a pas mal parlé de débit cardiaque et de la courbe de fonction cardiaque. Et le débit cardiaque, en fait, il est égal au retour veineux, puisque le cœur droit et le cœur gauche, ils sont en série. Et le retour veineux, il est déterminé par la pression dans l'oreillette droite, la pression systémique moyenne, qui elle-même, c'est la volémie, en fait, la volémie efficace, et par la résistance au retour veineux. Et donc, le retour veineux, donc la précharge et donc le débit cardiaque, il est déterminé directement par la volémie. Alors la volémie efficace, c'est-à-dire à la fois le volume extracellulaire, et ça c'est déterminé par le rein et la réabsorption de sodium, mais également le contenant, c'est-à-dire la vénoconstriction. Ce n'est pas seulement le volume en millilitres, c'est le volume dans un certain contenant. Et donc vénoconstriction et réabsorption de sodium déterminent la volémie, qui détermine le débit cardiaque. Il faut avoir tous ces éléments en tête si on veut réellement comprendre la régulation de la pression artérielle. Alors tout le problème, c'est qu'on est soumis à la gravité, et quand on se met debout, et on est les seuls à pouvoir tenir debout, eh bien le problème, c'est que la colonne de sang est soumise à la gravité, et que le poids de la colonne de sang fait qu'il y a environ 500 à 700 millilitres de sang qui sont séquestrés dans les circulations veineuses, splanchniques, abdominales des membres inférieurs. Et donc, puisqu'il y a moins de retour veineux, le débit cardiaque chute immédiatement. Vous le voyez sur cet enregistrement. Ça, c'est des données de Jean-Luc Elgozi. Vous voyez cette dame sur une table de tilt test dont on enregistre le volume d'éjection systolique. Et au moment, c'est une patiente qui a un examen normal, et vous voyez qu'au moment où on l'incline, eh bien, le volume d'éjection systolique, par diminution du retour veineux, diminue de manière majeure. Et pourtant, chez un sujet sain, cela ne va entraîner qu'une baisse extrêmement transitoire et qu'il est difficile d'enregistrer, à moins d'enregistrer battement par battement la pression artérielle. Ça va entraîner une baisse extrêmement transitoire et limitée de la pression artérielle, mais des mécanismes compensateurs vont se mettre en place et vont faire qu'on peut tenir debout. La pression artérielle reste normale. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que les mécanismes compensateurs, donc on a vu que le volume d'éjection systolique diminue par baisse du retour veineux, mais en revanche la fréquence cardiaque augmente de manière très importante, et donc le débit cardiaque, lui, au total, il est maintenu, et en outre, les résistances périphériques augmentent, et donc la pression artérielle, elle augmente un tout petit peu pour sa composante diastolique, et elle est maintenue pour sa composante systolique à l'orthostatisme. Et grâce à quoi? Eh bien, grâce aux boucles du baroréflexe, une première boucle qui est la boucle cardiaque et une deuxième qui est la boucle vasculaire. Donc les barorécepteurs qui sont placés dans la crosse de l'aorte et dans les sinus carotidiens, qui sont les terminaisons nerveuses des afférences sympathiques à destinée du tronc cérébral, sont distendus lorsque la pression artérielle augmente et inversement, et envoient un signal qui transmet l'information du niveau de pression artérielle au tronc cérébral. Les centres intégrateurs au niveau du tronc cérébral vont alors exercer un rétrocontrôle négatif vers le système sympathique. Donc si la pression artérielle baisse, à ce moment-là, les efférences sympathiques voient leur activité augmenter.
et ces efférences sympathiques permettent une augmentation des résistances périphériques, mais tout aussi important, permettent une vénoconstriction. Et puis, il y a un rétrocontrôle positif qui s'exerce vers le système parasympathique. Donc, si on prend cette fois-ci l'exemple, par exemple, d'une augmentation de la pression artérielle, rétrocontrôle positif, augmentation de l'activité parasympathique qui va ralentir le cœur. Donc, les boucles du baroréflexe permettent de réguler la pression artérielle. C'est en fait plus subtil que ça parce qu'il y a aussi des volorécepteurs qui captent la volémie avec des fibres référentes en direction du rein. Et donc, il n'y aura pas eu aujourd'hui la session peut-être sur les techniques de non-pharmacologiques de traitement de l'hypertension artérielle, mais c'est notamment là-dessus que repose la fameuse désafférentation sympathique rénale. Contribue également à la régulation de pression artérielle le système rénine-angiotensine-aldostérone et puis le système rénine-angiotensine-aldostérone qu'on peut placer sur le même schéma avec les cellules juxtaglomérulaires qui perçoivent la pression de perfusion dans l'artérielle afférente rénale, et puis l'angiotensine 2, vasoconstricteur et antinatriurétique, de même que l'aldostérone. Et puis le système miroir, les peptides natriurétiques, qui viennent également compléter la régulation de la pression artérielle. Alors, ces deux systèmes vont jouer un rôle moindre dans l'hypotension orthostatique. Pourquoi? Parce que si on regarde la complémentarité, non pas en termes de fonctionnement, mais en termes de cinétique d'intervention, en fait, dans les secondes et les minutes qui suivent une perturbation de la pression artérielle, le système qui est de loin le plus efficace, c'est le système baroréflexe. Et les systèmes rénine-angiotensine et des peptides natriurétiques ne commencent à intervenir que dans les minutes qui suivent une perturbation et deviennent particulièrement importants par l'effet natriurèse dans les heures qui suivent une perturbation, sont moins importants pour les problématiques de régulation très rapide de la pression artérielle nécessaires pour maintenir la pression artérielle lorsqu'on se met debout. Alors, si on coupe, on ouvre la boucle. Et l'endroit le plus facile pour ouvrir la boucle, c'est d'aller couper les nerfs 10 et 9, qui sont les afférences qui viennent des barorécepteurs vers le noyau du tractus solitaire. Vous coupez ces nerfs, on l'a d'abord fait chez le... On l'a fait chez le chien de manière expérimentale dès les années 60-70. Vous voyez ici la courbe de répartition des pressions artérielles d'un chien normal. Ces expériences de Guyton et autour de 100 mm de mercure de pression artérielle moyenne, la pression artérielle bouge très peu. Et bien, si vous coupez les afférences sympathiques d'un chien, qu'il devient donc dénervé, eh bien, sa pression artérielle devient totalement chaotique. Et chez l'homme, évidemment qu'on ne coupe pas volontairement les afférences, mais par exemple, lorsque des patients ont une radiothérapie pour un cancer ORL, ils peuvent avoir une lésion des barorécepteurs, et exactement de la même manière, la pression artérielle devient totalement chaotique. Vous avez plein d'autres pathologies, mais un exemple assez presque expérimental, je dirais, c'est une pathologie rare qui s'appelle la Pure Autonomic Failure, où il n'y a plus du tout d'efférence sympathique et parasympathique, détruite par des dépôts d'alpha-synucléine. Et donc, vous voyez là, quand le patient est incliné ou se lève, eh bien, la pression artérielle s'effondre de manière inexorable. Découlent de cette physiopathologie les étiologies de l'hypotension orthostatique de manière assez évidente. Et la première chose à rechercher, et ça coûte pas cher, mais c'est vraiment toujours, c'est les médicaments. C'est vraiment le message numéro 1 à retenir. On va revenir sur les médicaments antihypertenseurs, mais bien sûr, il y a des médicaments qui ne sont pas prescrits pour l'hypertension artérielle et qui sont, et c'est d'ailleurs le plus souvent le cas, pourvoyeurs d'hypotension orthostatique. Alors, on tombe vite dans le catalogue, donc le mieux, c'est vraiment d'aller regarder pour chacun des patients, des médicaments que prend le patient, mais les grands classiques à retenir, c'est quand même les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antiparkinsoniens, et on voit le problème parce que c'est un grand pourvoyeur d'hypotension orthostatique. Bon. Et indépendamment de la nature des traitements, le nombre des traitements est corrélé à l'hypotension orthostatique. Donc ça, c'est un tableau des différents traitements, des mécanismes, mais bon, le catalogue serait oublié juste après avoir été énoncé. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder l'ordonnance du patient avec attention. Voilà, donc plus le patient prend de traitements et plus il a risque d'avoir une hypotension orthostatique, ça aussi, le nombre des traitements, c'est important. Alors une fois qu'on a recherché les médicaments favorisants, globalement on a deux grandes cases. On a les hypotensions orthostatiques avec de manière concomitante une accélération de la fréquence cardiaque. Classiquement, on dit plus de 15 battements par minute. Et là, on conclut à une hypotension qui est non neurogénique, c'est-à-dire que la boucle baroréflexe fonctionne correctement.
Alors, si la boucle baroréflexe fonctionne correctement, qu'est-ce qui peut dysfonctionner? Donc, le problème ne se situe pas dans la partie haute du schéma, il se situe sur la volémie, soit réelle, soit efficace. Et donc, on cherche des causes de déshydratation extracellulaire ou des causes d'hypovolémie relative. Ça, c'est un petit schéma qui explique que le retour veineux, vous voyez, vous avez un certain niveau de volémie. La volémie efficace est uniquement celle qui est autour du tuyau qui permet donc au retour veineux de s'écouler. Et le niveau total détermine la PSM, la pression systémique moyenne. Donc soit vous remplissez votre patient, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, et vous augmentez la PSM et donc le retour veineux, soit vous donnez des vénoconstricteurs, et à ce moment-là, la pression hydrostatique qui s'exerce permettant l'écoulement du retour veineux augmente, soit vous abaissez le niveau de cette bonde, et pour faire ça, eh bien, vous diminuez la pression dans l'oreillette droite. Donc, à contrario, si vous avez un patient insuffisant cardiaque, vous voyez bien que le retour veineux, indépendamment de l'état de la volémie, va être diminué. Alors, il y a un cas qu'on a abordé quelques fois cet après-midi, qui est l'exemple type de l'hypertension associée à l'hypotension orthostatique. C'est le phéochromocytome, parce que la vasoconstriction induite par les catécholamines, notamment sur les récepteurs alpha-1 adrénergiques, entraîne une hypertension, une natriurèse de pression, une déshydratation, et donc les patients sont hypovolémiques, et dès lors qu'ils se lèvent, ils ont une hypotension orthostatique. Tout à l'heure, Erika l'a bien dit. Si la fréquence cardiaque n'accélère pas ou accélère de manière insuffisante, à ce moment-là, on est dans le cadre de l'hypotension neurogénique. La boucle baroréflexe à un endroit ou un autre ne fonctionne pas. Alors ça peut être à tous les endroits, hein. Ça peut être depuis les barorécepteurs eux-mêmes, le tronc cérébral, les efférences, mais à un endroit de la boucle baroréflexe, il y a une lésion qui confère cette hypotension orthostatique. Dans les recommandations de 2014 de la SFHTA, vous avez une liste des maladies, vous voyez en numéro 1, ici, la maladie de Parkinson, et en haut, là, le diabète. Je les ai classés dans un schéma, de toute façon, on n'échappe pas là non plus à une forme de catalogue, mais on peut les classer par les causes où il y a une atteinte du système nerveux central associée, et ça, c'est la case des alpha-synucléopathies, avec les énormes pourvoyeurs que sont la maladie de Parkinson, l'atrophie multisystématisée, la démence à corps de Lévy. Et puis, il y a les atteintes périphériques pures, soit isolées du système nerveux, et vous avez là notamment les neuropathies auto-immunes ou toxiques. Et puis, il y a d'autres maladies plus systémiques avec des atteintes extraneurologiques. Et les deux grands diagnostics à ne jamais louper, le plus fréquent, c'est le diabète, bien entendu, et en général, on y pense parce qu'il y a un contexte assez évident, et il y a l'amylose. Et puis, il y a une entité qui est plus difficile à classer et qu'on appelle l'hypotension orthostatique multifactorielle, certains disent idiopathique, du sujet âgé. Et en fait, l'hypotension orthostatique est très fréquente chez le sujet âgé parce qu'il y a énormément de causes qui peuvent contribuer à l'hypotension orthostatique. Et là, il y a à la fois, et c'est le facteur qui est considéré comme prédominant, une perte de sensibilité des barorécepteurs liée à la rigidité vasculaire, tout simplement les fibres nerveuses se distendent moins facilement, mais il y a plus facilement une déshydratation, puisque les fonctions rénales de concentration urinaire et d'antinatriurèse fonctionnent moins bien, la polymédication, l'insuffisance cardiaque, etc. Alors, les signes cliniques, ils sont assez évidents. En fait, ils sont ceux de l'autorégulation prise en défaut et donc de la baisse de perfusion des organes situés au-dessus du niveau du cœur. Donc, on en revient au problème de la gravité. Et donc, lorsque le cerveau et la rétine sont plus perfusés, il y a une confusion, il y a une vision floue, des céphalées. Parfois, simplement, le patient se plaint de fatigue. Et puis, chez certains patients, c'est plus fâcheux. Ça s'exprime parfois sans prodrome, directement par des syncopes. Et à contrario, ça peut être totalement asymptomatique. Hypotension orthostatique ne signifie pas intolérance à l'orthostatisme. Et puis, chez les patients dont le baroréflexe est intact, vous avez les signes de l'activation sympathique réactionnelle à la chute tensionnelle, notamment la tachycardie, sueur, nausée. Et très important quand on n'est pas sûr du diagnostic, ça paraît bête, mais le bon sens parfois c'est utile, c'est que le décubitus corrige tous les symptômes. C'est pire le matin, c'est pire après les repas, c'est pire quand on boit de l'alcool et c'est pire en période de canicule. Tout ça répond au bon sens, question de vasodilatation. Le matin, c'est peut-être un peu moins intuitif, c'est parce que pendant la nuit,
retour veineux augmenté chez un patient allongé, et donc il y a une pression artérielle plus élevée et une natriurèse de pression, et donc le patient a une hypovolémie relative le matin. J'ai déjà énoncé les critères diagnostiques. La subtilité, c'est que chez un patient hypertendu, on prend plus volontiers le cut-off de 30 mm de mercure quand on part d'un chiffre haut pour définir l'hypotension orthostatique. Ça peut se faire sur une table de tilt test, mais ça peut tout aussi bien se faire au lit du patient. On ne précise pas si on part de la position allongée ou assise. Et surtout, il faut répéter les mesures parce que vous pouvez très bien avoir une mesure négative, une positive. C'est extrêmement variable et donc si vous suspectez ça pour expliquer des malaises, il faut le chercher de manière répétée. Les recommandations françaises le disent très bien. Pour mesurer la pression artérielle, c'est précisé d'emblée sur le premier graphique. Lors de la mesure initiale et au cours du suivi, il faut rechercher une hypotension orthostatique. Et il y a d'ailleurs des recommandations françaises spécifiquement dédiées à la mesure de la pression artérielle qui sont sorties il y a tout juste un an, qui répètent ça et qui ajoutent quelque chose de très important, on va y revenir, que la mesure ambulatoire de pression artérielle est un examen extrêmement utile pour la prise en charge de l'hypotension orthostatique. Alors, intolérance à l'orthostatisme ne veut pas dire hypotension orthostatique. Et c'est là qu'on a souvent besoin d'être aidé par les rythmologues. Il peut y avoir des syncopes vasovagales. Il y a un syndrome complexe qui s'appelle le syndrome de tachycardie posturale. Enfin, il y a des diagnostics différentiels. Alors, la prise en charge thérapeutique, donc on revient sur cette histoire évidemment de balance qui est assez instinctive et relève du bon sens. Un élément supplémentaire sur le fait qu'il ne faut pas non plus tolérer trop d'hypertension, c'est que si vous tolérez trop d'hypertension chez un patient, il va avoir une natriurèse de pression augmentée et ça va quand même aggraver aussi son hypotension orthostatique. Donc il n'y a pas que le côté, si je baisse la pression artérielle, forcément mes nadirs vont être plus bas, si je la remonte. Il y a aussi le fait que l'hypertension est délétère sur l'hypotension. Alors dans le cas où un patient au départ n'est pas du tout hypertendu, voire franchement hypotendu, parce qu'il a une hypotension orthostatique, notamment neurogénique, et c'est les traitements de cette pathologie qui ont entraîné une hypertension, eh bien ça va être rééquilibrer les traitements. Je vais parler de ça rapidement, juste. Donc les traitements de l'hypotension orthostatique, il y en a deux principaux. Il y a le Gutron, qui est un alpha-1 agoniste, un vasoconstricteur, et il y a le Flucortac, qui est un agoniste minéralocorticoïde de synthèse qui favorise la réabsorption de sodium dans le tubule distal sensible à l'aldostérone, notamment le collecteur, qui augmente donc la volémie. Et chez ces patients-là, cette patiente, par exemple, sans traitement, vous voyez, elle serait à peu près là. Parce que là, elle ne prend que 15 Gutrons par jour. C'est son traitement. Elle n'a aucun autre traitement. Et les Gutrons, on arrête de les prendre vers 16 heures parce qu'on veut éviter l'hypertension nocturne. On a moins... Donc vous voyez, là, elle est totalement en fin de dose de Gutron. C'est sa pression artérielle sans traitement. Donc cette hypertension que vous voyez là, elle est iatrogène, elle est créée par le Gutron, c'est le prix à payer pour qu'elle tienne debout. Donc là, ça va être un équilibre compliqué, mais typiquement, cette patiente, ces chiffres en fin de nuit nous font penser qu'il faut jouer un peu plus sur la volémie. Et donc, on va diminuer son Gutron, on va ajouter du Flucortac, et ça ne va pas être formidable, mais vous voyez que ça va être peut-être un petit peu mieux. Et puis, il y a le cas, on va dire, plus fréquent, où les deux pathologies coexistent. Bon. Alors là, on va réfléchir d'abord, avant tout, à l'objectif tensionnel. Et donc, ce matin, on vous a présenté les recommandations européennes d'hypertension artérielle, et vous avez vu ce tableau. Et puis, il y a un petit mot qui est quand même marqué partout, if tolerated. Voilà, donc elles sont très exigeantes, ces recommandations en termes d'objectifs, parce que vous savez qu'on a baissé de 10 mm de mercure, globalement, pour toutes les classes d'âge, l'objectif tensionnel optimal, mais if tolerated. Donc on a quand même le droit à garder du bon sens, et c'est des recommandations d'objectifs optimaux. On oublie ces cibles chez le patient qui a une hypotension orthostatique. Donc les recommandations françaises nous disent également, le sujet âgé de plus de 80 ans ou hypotension orthostatique, on vise moins de 150 et encore, peut-être même pas s'il a une hypotension orthostatique. Je passe. Donc là, par exemple, vous avez un patient, sa pathologie, c'est une lésion des barorécepteurs post-radique. Voilà, alors il a irbesartan 300 mg et sa pression artérielle diurne 134/80. Bon, on pourrait être content, mais... Bon, moi, j'ai diminué l'anti-hypertension. Alors, il était extrêmement mal, et ça vous frappe peut-être pas, mais en fait, les nadirs sont moindres, et le patient est métamorphosé avec cette dose-là, mais au prix d'une hypertension diurne franche.
qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? J'ai envie de dire, je vous le demande, je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas viser la même cible tensionnelle, ça c'est sûr, que chez les autres. Jusqu'où on peut tolérer de l'hypertension et les complications à long terme pour métamorphoser la qualité de vie d'un patient, je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse evidence-based. Le nombre de traitements, on l'a dit, les classes thérapeutiques, là encore, ça découle directement de la physiopathologie. Tout ce qui va interférer avec la boucle baroréflexe va favoriser l'hypotension orthostatique. Donc les alpha-bloquants, c'est une évidence, et toujours penser à ceux qui sont prescrits pour l'adénome de prostate, immense pourvoyeur d'hypotension orthostatique. Bêta-bloquants, les antihypertenseurs centraux qui diminuent l'activité sympathique de par leur mécanisme, et les diurétiques qui entraînent une hypovolémie. Donc on privilégie les bloqueurs du SRA et les inhibiteurs calciques. On fait aussi attention à la durée de vie des traitements. Une hypertension nocturne, on va essayer de donner des médicaments à très courte durée de vie le soir et au moment de la prise. On fait vraiment de la chronobiologie sur mesure chez ces patients. Mais les mesures non pharmacologiques sont centrales. Chaque médicament doit être réévalué. Il faut que le patient s'hydrate, c'est crucial. Il faut qu'il maintienne une activité physique parce que la pompe musculaire est clé dans le retour veineux. Il faut qu'il fractionne ses repas, éviter la chaleur, l'alcool, surélever la tête de lit pour cette natriurèse de pression nocturne. Et puis il y a des manœuvres de contre-pression qui permettent d'augmenter en gros le retour veineux en contractant l'abdomen et les jambes et qui peuvent permettre de passer quelques caps. Enfin moi ce que je dis toujours aux patients c'est asseyez-vous, le malaise gagnera toujours. Donc cherchez pas à rester debout même en public. Et la contention, qui en pratique marche plus ou moins, mais enfin qu'on met toujours. Pensez également à rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, c'est crucial, particulièrement quand vous avez ce profil d'hypertension nocturne. Et le fait est que ça améliore beaucoup la qualité de vie des patients de traiter un SAS quand il y a une hypotension orthostatique et des malaises. Alors, est-ce que chez un patient qui a des antihypertenseurs, on va mettre des hypertenseurs? Donc, moi, j'ai quand même vu souvent des patients qui avaient le Gutron et l'alpha-bloquant, ou alors la fludrocortisone et la spironolactone. Donc, la première chose, avant d'aller mettre l'alpha-agoniste, enlever l'alpha-bloquant. Donc, on recule sur le traitement antihypertenseur. Et puis, il y a quand même parfois des besoins d'aller, notamment le matin, où les patients souffrent particulièrement, donner des médicaments qui doivent être vraiment de deuxième recours, après tout le reste. Et on revient aux médicaments présentés tout à l'heure, du Gutron pour passer le cap du matin notamment, et le Flucortac, alors sous surveillance d'une MAPA pour éviter une hypertension trop importante. Donc en dernière diapositive de conclusion, c'est un équilibre bénéfice-risque au cas par cas. On n'est pas dans l'evidence-based medicine. La multidisciplinarité cardiologue, rythmologue, neurologue est crucial. C'est des patients qui sont compliqués à prendre en charge. Et il faut avoir la physiopathologie en tête, au cœur de ces réflexions pour traiter au mieux les patients. Je vous remercie de votre attention.